commençons par le commencement. Comment les Américains ont-ils fait pour prédire l'invasion, la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine en février 2022 ? Ils en ont parlé pendant des semaines auparavant. Jérôme Poirot, ils avaient une taupe au Kremlin ? Ça, c'est possible, parce que les Américains en ont eu. Il y a une taupe célèbre américaine qui était au Kremlin, qui a été exfiltrée en 2017. Ouais. La chose est connue, donc il est possible qu'ils en aient eu d'autres au Kremlin ou à l'état-major de l'armée russe. Mais finalement, ça n'était pas très difficile de prévoir la deuxième invasion de l'Ukraine il y a un peu plus d'un an. La concentration des troupes, la volonté qui n'est pas nouvelle, ouais, la Russie, de Vladimir Poutine, mais on peut aller plus loin, de la Russie était évidente, et il cherchait le meilleur moment pour cette deuxième phase de l'invasion. Il n'y avait pas vraiment besoin de services de renseignement très performants. Tout de même, pour le timing, pour le savoir à quel moment Poutine allait déclencher son offensive, parce qu'il y a eu des troupes stationnées à 200 km de la frontière ukrainienne pendant plusieurs mois à l'avance. Oui, vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi un moment donné où, quand l'invasion ou le mouvement des troupes est imminent, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de savoir que ça va se produire. Il y a beaucoup plus de communication, radio, etc. Il y a un certain nombre de mouvements qui peuvent être observés. Et puis, si effectivement on a des taupes à Moscou, ou ce soit dans les lieux de pouvoir qui peuvent être concernés, eh bien on sait que c'est pour dans quelques jours, pour demain ou dans quelques... Et vous n'avez pas été surpris le 24 février, donc? Non, c'était la logique de l'ambition russe. Monsieur Arbois, vous avez été surpris le 24 février dernier ? Un petit peu, parce que j'avais quelqu'un qui était sur zone jusqu'à la semaine avant, où on n'avait aucun signe de... Quand vous dites que vous aviez quelqu'un sur zone, ça sonne comme un... J'avais mes espions sur place ? Non, mais j'avais quelqu'un. D'accord. Vous aviez un interlocuteur, un universitaire Non, j'avais quelqu'un. Ah, d'accord, ok. Et lui avait regardé et avait senti les choses. On ne sentait rien. Il ne sentait rien. De toute manière... Ça me rassure, parce que j'ai fait un petit tour dans le Donbass aussi au mois de janvier, juste avant l'invasion, et je n'ai rencontré que des gens qui ne voyaient rien à l'époque. Jusqu'au 13 février, de toute manière, Zelensky ne croyait pas aux informations américaines. Ce qui est étrange, c'est qu'en janvier, le responsable du renseignement militaire ukrainien avait dit qu'il y aurait une offensive prochainement, mais au 13 février, Zelensky a demandé à l'ambassadeur américain des précisions sur les informations que les Américains diffusaient déjà depuis le mois d'octobre. Et à ce moment-là, il a été convaincu par l'argumentaire américain ? Si on se fie à ce que la DGSE a pu dire au gouvernement français, a priori, la veille de l'offensive était certaine pour la DGSE, donc on est dans un faisceau d'une petite semaine où les choses ont basculé. Alors, la veille, la DGSE était certaine que l'offensive aurait lieu, mais est-ce qu'une semaine avant, elle en doutait encore ? Une semaine avant, elle en doutait encore, oui. D'accord. Isabelle, de votre point de vue, est-ce que le président de la République, puisque c'était votre sujet, il était bien informé ? Est-ce que les Américains avaient bien partagé ce qu'ils avaient en alors, comme le dit Jérôme Poirot, on n'avait pas besoin de renseignements parce qu'on n'a jamais vu un pays masser 150 000 hommes aux frontières sans avoir l'intention de franchir ses frontières, surtout si on mélangeait cet état de fait au discours de Vladimir Poutine, eh ben A plus B égale C. Okay, donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que oui, les renseignements français avaient des renseignements américains. Mais alors, après, c'est une question d'interprétation. Et là où il y a eu un problème du côté français, c'est que il y a toujours plusieurs interprétations à partir du moment où on a des renseignements. Et les Français ont commis deux erreurs, à mon avis, d'interprétation. La première, c'est que d'abord, il y a une prévention en France contre le renseignement américain depuis 2003 et depuis la guerre d'Irak qui avait été fondée sur de faux renseignements. Et en France, on s'en souvient. Donc tout ce qui vient des Américains je dis pas est suspect, mais il faut toujours s'en méfier. La deuxième raison, c'est que en fait, les renseignements français, comme le pouvoir politique français, comme beaucoup de gens en France,
analyser l'histoire, le contexte, avec en fait leur rationalité. Et leur interprétation était de dire, c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que c'est trop coûteux pour Poutine. Il va réfléchir. C'est trop coûteux pour Poutine. Ce n'est pas rationnel. Ça lui coûtera beaucoup trop cher. Donc c'est impossible. Donc il y a une incapacité de la part des renseignements et du pouvoir politique français à se mettre dans la tête de Poutine et à réaliser que sa rationalité n'était pas la nôtre, que l'idéologie jouait un rôle beaucoup plus important en Russie qu'en France, et que c'est pas parce que nous, on estime que le coût serait négatif à Vladimir Poutine que lui estimait que le coût Et on va voir plus tard, mais donc ça donne à l'arrivée, ça donne ça. L'analyse que faisaient probablement les renseignements russes de la situation en Ukraine était elle aussi erronée. Donc ça a joué dans la... Alors, si je peux juste ajouter une petite chose. Moi, j'étais en Ukraine juste avant la guerre, et donc j'ai beaucoup discuté à ce moment-là avec le ministre de la Défense, avec le ministre des Affaires étrangères, et ils n'avaient pas un discours aussi clair que ça, c'est-à-dire qu'ils ne disaient pas « on ne croit pas aux renseignements américains », ils disaient deux choses. Ils disaient ok, d'accord, on sait bien que les Russes vont essayer de nous envahir. Par contre, comme ça fait des mois qu'ils sont là, on ne sait pas exactement quand. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est ils disaient, mais par contre, il ne faut pas que ça se sache. Il ne faut pas qu'on le dise avant, parce qu'en fait, on met en danger l'existence économique de notre nation, parce que tout le monde va partir si on commence à dire qu'on croit les Américains en disant qu'ils vont... Voilà. Okay. Donc c'est un tout petit peu différent. Jean-Marc Gonin, les Américains se sont quand même refait, le renseignement américain s'est un peu refait sa réputation après les fameuses armes de destruction massive introuvables en Irak, après un certain nombre de ratages américains. Là, pour le coup, la communauté internationale a dû reconnaître qu'ils avaient eu raison avant, non seulement dans le recueil de renseignements, comme le disait Isabelle, mais aussi dans l'analyse. L'analyse, dans même la date du déclenchement des hostilités, ils ont eu tout juste. Alors c'est vrai qu'ils s'étaient illustrés par du renseignement frelaté en Irak. Cette fois-ci, sur les armes de destruction massive, pour le moins. C'est le pouvoir politique qui a menti. Oui, non, bien sûr. D'accord. D'accord, c'est le pouvoir politique qui a frelaté les informations que à l'époque, il y a eu quelques visites de Dick Cheney à la CIA. Vous avez raison. Non, là, ils ont du bon renseignement, parce qu'aussi, on y viendra après, le type du renseignement a beaucoup changé. Les sources ouvertes sont devenues considérables. Et en recoupant tout ça, ils étaient arrivés à une conclusion définitive, y compris sur la date. Et d'ailleurs, la veille au soir, ils ont donné leurs documents, leurs preuves aux Français pour les convaincre une bonne fois pour toutes, et à tous leurs alliés de l'OTAN pour les préparer. Et pour revenir à la comment dire, c'est pas l'aveuglement, mais à l'erreur d'analyse française, le général Burkhard, le chef d'état-major des armées, avait lui-même exprimé le pourquoi. Et au fond, alors il s'est trompé sur le déclenchement des hostilités, mais en revanche, sur l'analyse, c'était juste, puisque un aspect que la France a souligné à l'époque, ce serait terriblement coûteux pour la Russie d'oser une telle opération, et donc ils reculeront. Le coût humain et autres pour la Russie est considérable aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, l'analyse n'était pas exacte. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit tour de table. Vous pensez les Américains avaient une taupe au placé dans le pouvoir russe ou pas ? En l'occurrence, ce n'était pas les Américains, parce que comme il a été dit, les Américains avaient exfiltré leurs sources en 2017. Par contre, les Britanniques avaient... Vous pensez que c'est les Britanniques qui avaient quelqu'un en place ? En tout cas, c'est ce qui a été dit après coup, qu'il y avait partagé, une source britannique. Ce sont des informations qui sont, par définition, extrêmement secrètes. Moi, je pense que les Américains ont fait des efforts considérables pour infiltrer le pouvoir russe depuis des années, et que ça passe par des taupes, ça passe par de l'infiltration cyber, qui est quand même le moyen, c'est devenu quand même le moyen le plus simple et le plus efficace d'obtenir du renseignement, et par toutes sortes de choses. Il est évident que, vu la menace que représentait la Russie, il est évident que les Américains ont fait tous les efforts pour avoir des sources, quelle que soit la nature de ces sources, au Kremlin, et qu'ils en disposaient. Et on l'a vu d'ailleurs après dans le cours de la guerre, ils ont comme dit énormément de choses. Les fuites émanant du Pentagone ont montré que les Américains interceptaient des mails, des messages entre les membres de l'état-major russe, par exemple. De toute façon, au début, juste avant le déclenchement de la guerre, en fait, tout ça est venu aussi d'interceptions de communication intra-russe. C'est-à-dire, y compris le timing. Oui. Et c'est pour ça qu'on peut difficilement admettre que
à la veille, on va dire, de l'invasion, les Russes étaient décidés à envahir parce que leur communication a été saturée. Ils ont utilisé tous les moyens de communication, que ce soit les téléphones portables ou les canaux militaires. Et c'est comme ça, en fait, que les interceptions occidentales ont permis de savoir que il y avait quelque chose qui allait se passer, notamment parce que les agents du FSB qui étaient dans Kiev ont reçu l'ordre de quitter leurs appartements et de laisser les clés sur les portes, justement pour que les autres puissent entrer. Et cet appel-là a été entendu par tout le monde, et donc par tous ceux qui écoutaient. Voilà. Et donc, il a été décidé qu'effectivement... Les services de renseignement ne sont pas égaux face à ce type d'enjeu. Donc, est-ce que nous, Européens, et nous, Français, est-ce qu'on était un petit peu plus dans le brouillard que les Américains? Est-ce qu'on peut l'admettre, si c'est le cas? Alors, que les Américains, oui. Les Américains sont hors catégorie, notamment dans le renseignement technique. Tout le monde connaît la NSA, la très grande agence technique américaine, qui est le plus grand employeur de mathématiciens et d'informaticiens au monde. On parle souvent de la CIA, mais c'est la NSA qui est en fait la clé de voûte du renseignement américain. Donc ils sont vraiment hors catégorie, ils dépensent des moyens considérables. Mais dans le reste des démocraties occidentales, la France est très très bien placée parce que quand on parle beaucoup des Britanniques, mais ils sont très forts aussi pour faire leur communication. On parlait de James Bond tout à l'heure, mais le renseignement britannique, notamment dans le domaine technique, dépend beaucoup de ce que donnent les Américains. Ils sont d'ailleurs intégrés au sein des fameux Five Eyes avec les Canadiens, les Australiens et les Néo-Zélandais. Mais la France, depuis le début des années 2000, le milieu des années 2000, et tous les pouvoirs politiques qui se sont succédés ont maintenu ça, ont fait des efforts considérables dans le renseignement technique. C'est les interceptions, de plus en plus Internet, et les moyens de décrypter aussi tout ce qui est intercepté. Et donc la France est vraiment au top niveau, juste derrière les Américains dans ce domaine-là. Après, il faut décider ce qu'on cherche, où on le cherche. Donc, est-ce qu'on a fait des efforts considérables visant la Russie? Un gros employeur de mathématiciens à la DGSE? Alors, non seulement la DGSE, mais vous savez, pour les ingénieurs de très haut niveau, il y a un déficit depuis des années où, plus exactement, on produit juste le nombre nécessaire pour la direction technique de la DGSE, l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information qui dépend du Premier ministre, qui est l'agence en fait qui assure la cyberdéfense de la France. Et puis il y a un commandement cyber aussi au sein des armées. Donc ça, ce sont des employeurs. Ah oui, c'est devenu magnifique. Des employeurs qui saturent le marché parce qu'il faut aussi en laisser pour les grands opérateurs privés qui ont besoin de ce type de compétences. Alors, venons-en au renseignement. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France était quand même occupée avec un gros problème qui n'était pas à l'est, mais qui était au sud, c'est-à-dire le Mali. Et donc, tous les efforts en matière de renseignement, aussi bien renseignement militaire que DGSE, étaient orientés sur l'Afrique. Et jusqu'en 2016-17, il était mal vu de demander d'envoyer des vecteurs à l'Est alors qu'on avait besoin de personnel au Sud. D'accord. Et ça a été corrigé depuis ? Oui, la guerre en Ukraine a fait basculer... On a quitté le Mali, donc on a réorienté le système sur l'Est. D'accord. Venons-en au service de renseignement russe. Il n'avait pas l'air d'avoir été spectaculairement bien informé, en tout cas Poutine lui-même, sur l'Ukraine. Qu'est-ce qui a pas marché, là, en l'occurrence, du côté russe, selon vous? Ce qui a pas marché, c'est qu'on a utilisé le service de renseignement intérieur, le FSB, pour faire un travail de soit service de renseignement extérieur, soit de renseignement militaire. Ben non, le FSB est compétent pour toutes les anciennes républiques de l'Union soviétique. Non, mais c'est ce que je dis. C'est que l'invasion, même si le FSB était compétent pour maintenir un espèce d'ordre pro-russe dans les anciennes républiques ex-soviétiques, une opération militaire n'était pas de son niveau. C'était une opération spéciale, ça tombe bien. Oui, mais Isabelle Lasserre... Énormément de sources qu'ils avaient en Ukraine, soit ont fait les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils les ont roulés,
soit n'ont rien, Mais précisément, donné. les Russes, il y a beaucoup de Russes en Ukraine. Il a fallu même que le régime de Zelensky purge le SBU pendant des mois après l'invasion russe. Mais depuis 2014, Isabelle ils sont en Lasserre. train de Encore une fois, purger. c'est la même histoire. C'est pas du tout une compétence des services de renseignement russes qui sont tout à fait au point, surtout en Ukraine et dans les républiques ex-soviétiques. Encore une fois, c'est une question de mauvaise interprétation politique. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a fait vis-à-vis de l'Ukraine l'erreur que nous avons fait vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire que depuis des années, il n'a pas vu qu'une nation était en train de se constituer, de prendre son envol, mais et que cette nation... Personne ne lui a dit, apparemment. Oui, mais Attendez, Ou si on lui a dit, il ne l'a en pas tout cas, cru. soit Alors. il n'a pas écouté, soit il s'entoure de gens qui n'ont pas voulu... Vous croyez que c'est si simple? Qui n'ont pas voulu le voir. Il y a une Et politisation donc, du si je renseignement. peux aller jusqu'au bout, Oui, et donc, Isabelle. en fait, on a nié la constitution d'une nation, et donc, on n'a pas vu que cette nation en train de se constituer avait forcément une volonté de se défendre absolument incroyable. On s'est dit, bon, D'accord. c'est des petits rebelles ukrainiens qui ne sont pas Mais la d'accord, on va capacité les mater. militaire, Donc, stricto c'est un sensu. problème politique. Oui, mais l'appréciation de la capacité militaire de l'Ukraine, sa capacité à résister à Irpin, à Boutcha, à repousser les Russes. La capacité militaire de l'Ukraine, au début, elle n'est pas fondée sur le matériel militaire des Ukrainiens, elle est fondée sur la volonté incroyable de ce peuple, plus des opérations d'une ingéniosité absolument incroyable, et très vite c'est relayé par les armes occidentales. Ok, donc oui, Jean-Marc Gonin. Ils ont manœuvré d'une manière très astucieuse. Mais il est crédible que les Russes n'aient pas soupçonné, au dépit de leur présence, de leur infiltration de ce pays voisin, n'aient pas soupçonné la capacité de résistance de En l'Ukraine. tout cas, si on s'en tient au plan d'invasion qu'ils ont appliqué, ils ne s'attendaient pas du tout à une réaction, y Oui. compris stratégique, de C'est cette quand même qualité. surprenant, non? Donc, Vous ne ça veut trouvez dire pas? que Je suis le seul à être étonné. Non, pas du tout, parce que Jérôme là, Poirot. on touche à un sujet qui est très important, c'est la place des services de renseignement, pour aller vite, dans les dictatures. Et on peut dire que le régime poutinien ressemble de plus en plus à une dictature. Et en Alors, plus, vous sur savez- le renseignement, il est chez lui. Oui, et il est Vladimir très Poutine. proche des services de renseignement. Vous savez, on dit qu'il y a beaucoup de pays qui ont des services de renseignement. Il y a un service de renseignement qui possède un pays, c'est le FSB qui possède la Russie. Et en fait, on touche à cette question déjà dans les pays occidentaux. Vous savez, c'est pas facile pour un patron de service de renseignement d'aller voir l'autorité politique pour lui annoncer de mauvaises nouvelles ou pour lui dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Alors, dans les dictatures, c'est quasi impossible. Et dans la Russie, qui est l'héritière de l'URSS, il y en a plus d'un, de patron de service, du NKVD ou du KGB, qui a vu sa vie écourtée, parce que Staline faisait des purges, d'ailleurs, pour le principe, et ça ne serait venu à l'esprit de personne au sein du NKVD ou du KGB d'aller dire la vérité au chef de l'URSS. Et c'est exactement la même chose avec Poutine. Pour ce qui est Quand de bien l'analyse... même il vient de l'intérieur. Ah ben oui, mais... Et qu'il enfin, connaît il connaît ce Ces biais. biais-là, oui, mais c'est un dictateur, il n'a pas envie d'entendre la vérité. Et on sait que c'est un colonel du FSB qui était en charge de tout le renseignement pour l'Ukraine et qui faisait remonter ça vers le Kremlin, et il a délibérément menti. Soit il était totalement nul, ce que je ne crois pas, parce que c'était un officier expérimenté, mais il a menti. Mais alors, si c'est quelqu'un dans les hiérarchies tel que vous le décrivez, il y a quand même, ça veut dire que derrière, il y a des rapports du terrain qu'il n'a pas relayés, mais qui existent. Il y a qu'à ça un vraisemblablement, mais il y a aussi l'aveuglement que décrit Isabelle Lasserre. C'est-à-dire, il y avait quand même cette conviction dans toutes les élites sécuritaires et politiques en Russie que l'Ukraine n'était pas un problème, ni du point de vue, ni une nation prête à combattre, et que les Ukrainiens n'étaient pas prêts à perdre la vie pour défendre Oui, leur terre. il y y avait une mauvaise interprétation sur la nature même de ce qu'est l'Ukraine. Ça, c'est vrai. Ça, c'est certain, mais ça peut s'appliquer à d'autres Il y aurait anciennes eu, républiques. selon ce qui est sorti par certains think tanks, il y aurait eu le chef du SVB, mais qui n'avait pas le poids du KGB, qui lui aurait dit simplement à Poutine de mettre un délai au déclenchement des opérations. De le retarder. Le retarder. Pour se préparer mieux. Voilà. Vous savez, on a cet exemple qui est très connu, mais qui est de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie. Staline avait de nombreuses sources, notamment Zorge, qui était en poste Zorge, bien sûr. au Japon, et d'autres, qui ont annoncé ça depuis des mois. Et
plus le temps passait, plus la date était... Donc Staline savait, il ne voulait pas croire. Non, parce qu'il y avait un pacte. Il n'en a pas Parce qu'il y avait le compte. pacte germano-soviétique. Ah oui, mais enfin, il savait que sa parole ne valait pas plus que celle des Allemands. Mais... En tout cas, on voit l'importance du renseignement et l'importance d'être bien informé, en particulier dans un contexte de guerre, sur la cible que l'on vise. Alors venons-en justement à la guerre en Ukraine. Gérald Darbois, selon vous, est-ce que les Ukrainiens, sur ce terrain du renseignement et de l'espionnage, tiennent la dragée haute aux Russes depuis le début de la guerre? Déjà avant, puisqu'il y a eu 2 opérations qui ont quand même été notables pour un aussi petit service que le SBU. 30 000 personnes. 30 000 personnes. Et, relativement petit, on va dire. La première opération, ça a quand même été pas l'infiltration, mais le dévoilement des forces de Wagner, qui a tourné carré parce que en Biélorussie, ils étaient en période électorale et ils ont eu peur de voir arriver des mercenaires russes. Et Wagner, vous pensez qu'ils font du renseignement aussi? Non, mais les Ukrainiens avaient un compte à régler avec Wagner et donc ils ont monté un piège pour pouvoir arrêter notamment les personnes qui étaient impliquées dans les criminels de guerre. Les criminels de guerre de 2014. Donc l'opération a tourné court, mais parce que les Biélorusses sont entrés ont arrêté tout le monde et ça en était fini. Mais l'opération était bien pensée et bien montée, puisqu'ils avaient monté une petite unité de recrutement de mercenaires. La deuxième opération a été de laisser assassiner, ou du moins de lui faire croire qu'un journaliste russe recherché par Poutine avait été assassiné. Ça a permis au SBU d'arrêter le commando russe qui devait effectivement l'arrêter. Et le lendemain, ils ont ressuscité le journaliste dans une conférence de presse qui a mis Poutine dans un état d'énervement certain. Donc, il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Par contre, la grosse fragilité du SBU, c'est qu'il était infiltré jusqu'à la moelle par les Russes. Précisément, les Ukrainiens disent qu'ils ont mis plusieurs mois, mais que c'est à peu près nettoyé. Non. Ils ont mis quelques années, vous n'y croyez pas? Et c'est toujours pas nettoyé. Non, en fait, l'Ukraine n'a pas fait ce qu'ont fait les anciens pays de l'Est d'Europe centrale et orientale, qui n'étaient pas des républiques du RSS, qui ont fait de la lustration. C'est-à-dire ils ont purgé, et ils ont d'ailleurs rendu public, ils ont publié ou rendu public un certain nombre des archives de ces pays. Ça n'a pas été le cas en Ukraine, et l'Ukraine a continué, en gros, à être, ses services de renseignement, les descendants du KGB et du GRU. Et puis, il y a eu effectivement la première invasion de 2014 qui a montré qu'il y avait un niveau de complicité effarant au sein des services, le SBU, le service de renseignement extérieur et le service de renseignement militaire. Et il y a eu à partir de 2014 ce que les Ukrainiens appellent, et c'est très symptomatique, un début de déKGBisation de leurs services, montrant que c'était en fait Moscou qui était quasiment aux commandes des services ukrainiens. Et puis on l'a vu depuis le début de la guerre, ces phénomènes étaient encore très présents. Par exemple, ça, c'est ce que vous décrivez, c'est une faiblesse énorme. Énorme, mais quand on est attaqué par un pays qui contrôle. Ça c'est certain, et on l'a vu aussi. Et malgré ça, ils s'en sont plutôt bien sortis. Oui, mais on a vu par exemple, vous savez, toute l'invasion du sud de l'Ukraine a été facilitée parce qu'il y avait encore beaucoup de complicité, et le patron du SBU pour la Crimée, puisque toute l'administration de la Crimée était à Kherson, donc le patron du SBU pour la Crimée en poste à Kherson a été reconnu, parce qu'il a un physique particulier, il est très grand, il a été reconnu dans les 2 jours qui ont suivi le 24 février par des gens qui l'ont vu, et il était en compagnie de soldats russes. Donc lui aussi a trahi, et c'est ça qui a expliqué une grande partie de cette invasion facile de tout le sud de l'Ukraine. Et puis les services de renseignement ukrainiens ont une autre faiblesse, qui est l'héritage de l'URSS, c'est une bureaucratie infernale, et donc on remplit des papiers de tous les côtés. Donc les agents consacrent une grande partie de leur temps à faire de la paperasse. Et il y a une troisième faiblesse, vous savez, on dit du SBU, il y a une réforme qui est en cours, qui est très difficile à faire et qui n'a pas abouti depuis 2019. Il y a un député ukrainien qui a dit, je crois, il y a 2 ans, il y a 2 branches dans le SBU, une branche qui lutte contre l'invasion russe, contre le terrorisme, etc., et une branche qui raquette les entreprises. Parce que le SBU a une compétence aussi en matière de criminalité économique
Ah oui, c'est encore vrai. Mais il y a eu il y a une volonté très forte de nettoyer. Le président Zelensky a d'ailleurs remercié le patron du SBU, qui était un de ses amis personnels, il y a quelques mois, cet été, en même temps que la procureure générale de l'État. Non pas parce que c'était des agents russes, mais parce que justement, ils n'avaient pas suffisamment purgé leurs administrations. Ça reste encore un travail pour de nombreux mois, si ce n'est de nombreuses années. Isabelle Lasserre, les Ukrainiens parviennent à mener des opérations jusqu'en Russie, des attaques de drones, on a vu des forces spéciales s'infiltrer. Ils ont l'air quand même assez bien renseignés sur les cibles en Russie. On a l'impression, vu d'ici, que les Ukrainiens en savent autant sur les points stratégiques et vulnérables potentiels en Russie que les Russes n'en savent sur. Ils ont des drones d'observation qui survolent certaines parties de la Russie. Je pense à l'attaque du pont de Kherson, du pont de Kerch, pardon. Ouais. Des attaques en Crimée, des attaques sur des bases stratégiques. Ils ont d'une part des drones de surveillance et d'autre part, tout ça étant quand même encore assez peu prouvable et documenté. Monsieur Poiron saura sans doute plus que moi, mais ils ont visiblement des petites équipes sur place. Alors, est-ce que ce sont des équipes d'Ukrainiens qui ont traversé discrètement la frontière, ou est-ce que ce sont des Russes de Russie qui combattent pour les Ukrainiens? Ça, j'en sais rien. Et c'est vrai que depuis le début de la guerre, depuis à peu près la fin du printemps ou l'été de l'année dernière, il se passe quand même beaucoup de choses très bizarres en Russie. Il y a de nombreux incendies, des explosions de certains bâtiments, de commissariats, etc., dont on ne sait absolument pas. Ça explose, très ça récemment, brûle, dans un quartier d'affaires à Moscou. Et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ce sont des opposants russes qui agissent comme ça d'eux-mêmes pour protester contre la conscription, etc. Ou est-ce qu'il y a une connexion entre les Ukrainiens et les opposants russes, ou des petites équipes d'Ukrainiens sur place? Probablement, dirais-je, mais sans preuve, un peu tout à la fois. Jean-Marc Gonard. Un complément à ce que vous disiez sur la qualité du renseignement sur laquelle les Ukrainiens se sont appuyés, le SBU, etc. Mais il y a eu aussi, on l'a dit en préambule, une accumulation du renseignement occidental précis, et qui a, dans les mois et les semaines qui ont précédé l'assaut, et qui a continué par la suite. C'est-à-dire que toute la stratégie ukrainienne s'appuie aussi sur toutes sortes de renseignements fournis par l'OTAN, par les Occidentaux, et du renseignement de haute qualité, parce que la technologie est derrière. Donc il n'y a pas que les drones d'observation, il y a du renseignement. Les drones, c'est quand même un facteur très nouveau dans cette guerre. L'importance prise par les drones. Absolument. Gérald Darbois, c'est quand même... L'importance des drones, elle est double. Il y a une utilisation au plus près de l'action, c'est-à-dire qu'on est dans de la reconnaissance d'objectifs, mais d'objectifs à court terme. Ensuite, on a utilisé des drones pour des destructions. Ce qui se passe de l'autre côté de la frontière russe, quand on est en bord de frontière, là, on utilise des drones envoyés depuis l'Ukraine. Quand on est en profondeur, effectivement, il y a des individus. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la guerre a commencé en 2014, pas en 2022. Donc les Ukrainiens sont en guerre contre les Russes depuis 2014. Et si on reprend les actualités depuis ce moment-là, on voit qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une arrestation d'un agent du SBU en train d'essayer de passer en Russie. Et en règle générale, quand il y en a un qui est arrêté, c'est qu'il y en a 10 qui sont passés à côté. Donc cette infiltration, c'est quelque chose de très prononcé et d'ancien. Assez. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que l'Ukraine est environnée de pays qui ne sont pas manchots quant à l'utilisation de leurs services de renseignement. Les Polonais sont très actifs en Biélorussie, ils hébergent un réseau de résistance d'anciens militaires et d'anciens personnels de sécurité biélorusses qui refont les techniques de la bataille du rail de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Un mot peut-être sur la surveillance satellite et l'aide occidentale. Est-ce que c'est vraiment crucial C'est déterminant, mais vous l'indiquez. En fait, il y a une dissymétrie complète entre les moyens de renseignement dont disposent les Ukrainiens et les Russes.
à tel point qu'on utilise cette expression. En faveur des Ukrainiens. En faveur des Ukrainiens. Et on utilise cette expression qui décrit, je crois, très bien les choses, c'est que pour l'armée ukrainienne, le champ de bataille est devenu transparent, c'est-à-dire que de jour, de nuit, quelle que soit la météo, l'armée ukrainienne, en grande partie grâce aux moyens occidentaux et américains, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'en matière de satellitaire, on parle beaucoup des satellites d'observation, mais vous avez des satellites radars, vous avez des satellites infrarouges, et donc quoi qu'il se passe, ils savent, alors que du côté russe, on sait qu'il y a tout un certain nombre de leurs satellites, comme tout le reste en Russie, qui est en mauvais état, qui ne fonctionne plus, qui n'a pas été entretenu, qui a été mal conçu, mal fabriqué, la corruption faisant aussi tous ces effets dans ce domaine-là. Et donc, il y a un déséquilibre, et c'est heureux, en faveur de l'armée ukrainienne. C'est un avantage considérable. Ça passe aussi par le cyber. Alors, ça passe beaucoup par le satellitaire, ça passe beaucoup par le cyber. C'est pas visible, contrairement aux drones, dont on parle beaucoup, et c'est vrai que les drones ont joué, c'est l'émergence des drones dans une guerre moderne, mais le renseignement, qui est une des clés très importantes pour les opérations militaires, ce qui laisse penser que la future offensive ukrainienne risque sans doute de produire des effets inattendus, parce que le renseignement permettra à l'armée ukrainienne sans doute d'attaquer dans les meilleures conditions, de créer de la surprise et d'affliger des dégâts. Vous parliez de transparence, ça m'amène à soulever un point, cette fuite de documents du Pentagone. On a quand même une matière qui est sur la place publique qui est assez considérable. Ça vous paraît très dommageable, Gérald Darbois? Oui et non. On est sur des briefings d'une base aérienne de 3e zone aux États-Unis. On n'est pas sur du renseignement brut. Écoutez, j'ai fait une petite recension de ce qu'on apprend. On apprend qu'il y a quelques forces spéciales. Oui, mais ça, on le savait. savait. De Britanniques, 15 Français, 14 Américains. Bon. C'est très peu. Hein, que les services russes se disputent entre eux, oui c'est très peu, se disputent entre eux sur le nombre de victimes. Que la Russie peut financer sa guerre encore pendant 1 an, au moins. On le savait. Que l'Égypte a failli livrer des armes à la Russie. On le savait. Et enfin, que les Américains, apparemment le Pentagone, n'a pas d'immenses espérances au sujet de la contre-offensive. On le savait également. C'est-à-dire que tout ce qui a été... Vous n'avez rien appris dans les Pentagon Papers. Là, ce n'est pas les Pentagon Papers, c'est une base d'aviation. Il suffit de regarder les photos. Oui, mais c'est quand même le circuit intégré de diffusion du renseignement américain. On est loin dans le... On n'est pas dans les informations qui ont été données à Biden. On est dans des informations qui sont données dans les unités pour permettre... aux chefs d'unité et aux responsables militaires locaux d'avoir une idée de ce qui se passe. Malgré tout, est-ce qu'on n'est pas un peu trop transparent quand on annonce sur la place publique qu'on a livré 230 chars, 1550 véhicules blindés, 18 canons César, etc., selon vous? C'est à dessein que c'est fait. D'abord, c'est pour montrer sans doute aux opinions occidentales la nature de l'effort qui est fait, et puis c'est pour montrer aux Russes la détermination et qu'ils sachent très bien quels sont les matériels qu'ils vont devoir les Russes en face ont 2000 pièces d'artillerie sur le front. On leur explique qu'on a 18 canons César. Oui, ils avaient. Pas un peu... Ils avaient, mais si vous regardez le bilan quotidien des pertes russes qui est publié par le ministère de la Défense ukrainien, que certains trouvent peut-être exagérément optimiste tous les jours, mais enfin qui donne des tendances, et ce sont les variations qui sont intéressantes. Le nombre de pièces d'artillerie que perdent les Russes, et ça s'est accéléré depuis environ 2 mois, à ce rythme-là. Et vaut mieux des Césars et des HIMARS en faible quantité que des centaines de canons russes dont les performances n'ont rien à voir. Oui, parce que ça fait partie aussi, on a parlé du renseignement, mais il y a une suprématie technologique dans l'armement également. Parce qu'un César, ça vaut combien de ces canons obsolètes russes? La précision, la portée, etc. Moi, j'ai vu ces canons à l'œuvre à la frontière syro-irakienne, c'est terrifiant. Et les Césars, je veux dire, les Russes sont très très loin d'avoir une artillerie de cette qualité. D'accord. Donc cette transparence, cet étalage public n'est pas vraiment problématique. Si c'est fait, c'est à dessein. Sans quoi... Oui, pas les fuites du Pentagone tout de même. Ça, c'est certain. Mais comme vous l'indiquez, il n'y a pas de quoi avoir le prix Pulitzer avec ça. Alors, venons-en à quelles leçons les services français, pour commencer, et peut-être occidentaux en général, devraient-ils tirer de cette guerre en Ukraine, de la façon dont ça se déroule, la façon dont
l'espionnage, le renseignement a joué pour les différents camps? Je crois que la première leçon, je pense qu'il y en a deux. La première, c'est qu'on n'a pas besoin de services de renseignement pour savoir que la Russie avait de longue date l'ambition d'envahir l'Ukraine et d'autres pays, la Géorgie et tous ceux qu'elle espère envahir, les pays baltes. Et de toute façon, l'idée de tous ces idéologues, c'est la Grande Russie du Pacifique jusqu'au Portugal. Donc la question, c'est de savoir quand et s'ils auront les moyens. Jusqu'au Portugal, carrément. Mais oui, mais vous savez, Poutine... La Grande Russie jusqu'au Portugal? Oui, c'est ce que dit Dugin. Ce serait quand même une innovation historique. Non, mais c'est ce que dit Dugin et ce que ils disent beaucoup d'idéologues russes. C'est l'Eurasie, voilà, qui est un continent qui doit être dominé par la Russie. Mais Poutine a dit ça depuis 1994. Il y a un discours aussi très intéressant du président estonien en 1994 devant des chefs d'État excellent. Occidentaux. Il est ressorti il y a 2 mois. Voilà, mais il explique ce que la Russie... La question, c'est pas Poutine, c'est la Russie. Ouais. Ce que la Russie veut faire, et c'est ce qu'elle fait depuis, c'est ce qu'elle a fait en Tchétchénie, c'est ce qu'elle a fait en Géorgie. Ça, c'était votre premier point, vous en aviez un deuxième? Oui, c'est-à-dire que c'est pas des signaux faibles, ça clignote, c'est comme à l'Olympia à côté, vous voyez, c'est en gros en rouge, tout le monde le sait, mais il y a ceux qui ne veulent pas le voir, il y a ceux qui le voient et qui font semblant de ne pas savoir lire. Voilà. Et la deuxième, c'est vraiment l'importance du renseignement. On le soulignait. C'est un avantage décisif pour les Ukrainiens, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais aussi dans les combats eux-mêmes, parce que la puissance de ce renseignement fait que les militaires ukrainiens peuvent agir ce qu'on appelle dans une boucle courte, c'est-à-dire en quelques minutes, entre le moment où il y a une cible qui est détectée quelque part, un canon, quoi que ce soit, le renseignement qui est transmis, qui est analysé, qui est vérifié, et le déclenchement de la frappe, ça peut se faire en moins de 5 minutes. Et selon vous, ce que vous disiez tout à l'heure, vous vous attendez à des surprises au moment où sera déclenchée finalement cette contre-offensive, qui est en fait une offensive ukrainienne pour regagner le terrain perdu au début de la guerre à la Russie. Vous pensez que grâce à la supériorité du renseignement côté ukraino-occidental, on va avoir des surprises, ils vont arriver à étonner je pense, les Russes? Pour ce qui est des plans eux-mêmes, c'est-à-dire le déclenchement de l'opération, là où elle aura lieu, ou peut-être à différents endroits, et ensuite dans les jours et les semaines qui suivront, parce que cette puissance du renseignement permettra d'exploiter toutes les failles qui apparaîtront dans le dispositif défensif russe, avec une capacité de réaction, mais grâce à ce renseignement qui est transmis, qui est analysé, qui est utilisé de manière très très rapide, je pense que ce sera déterminant. Isabelle Lasserre, vous êtes aussi optimiste sur les chances de la contre-offensive attendue? Alors là, il y a un gap, c'est absolument incroyable. Quand on parle, par exemple, la première ministre de Lituanie ou la première ministre d'Estonie ou aux Ukrainiens, la question n'est pas savoir si les Ukrainiens vont réussir à gagner. Ça, c'est déjà derrière, on pense à l'après. C'est-à-dire que pour eux, il est évident que la contre-offensive ukrainienne va être un succès absolu. Quand on parle à des gens à l'Élysée ou en Allemagne, ou même, parce que je sais qu'à Washington, à la Maison-Blanche, ce sont les mêmes doutes, on a des analyses qui sont dubitatives sur les capacités de l'Ukraine à récupérer ne serait-ce que l'intégralité de ses territoires, mais pas seulement. Ils pensent que, en fait, la partie occidentale de l'Europe pense que ça va être très compliqué de récupérer la Crimée, mais aussi très compliqué de récupérer. Et comment vous expliquez ce décalage d'appréciation? Pourquoi sont-ils si optimistes, les Baltes? Alors, parce qu'en fait, ils disent les Baltes, on n'a pas le choix en fait. Parce que c'est notre seule chance et notre première chance, en fait, d'enfin freiner Vladimir Poutine et de pouvoir enfin instaurer une paix durable et donc de restaurer la sécurité dans la région. Donc nous n'avons pas le choix, parce que sinon, après, c'est pire. Mais je pense que du côté balto-polonais, polono-balte, il y a une incapacité à penser de manière inverse. Et en France, je pense que c'est l'opposé. Alors, je ne sais pas du tout où tombera la balle. Je pense que ce sera un peu au milieu. Moi, personnellement, ce que je remarque, c'est que ce sont les Baltes et les Polonais qui, jusque-là, ont eu raison. Et ils ont eu les bonnes analyses stratégiques. Ben oui, ils ont. Et les Français, les Allemands se sont plantés, en fait. Mais on verra. Mais c'était plus dans l'analyse que dans la prédiction.
Ben non, vous en pensez quoi, Gérald Darbois? Vous attendez à ce que l'offensive ukrainienne du printemps ou de l'été nous surprenne à nouveau Moi, je suis historien, donc j'attends que les événements soient résolus pour voir. Parce que pour l'instant, on en parle de la contre-offensive, on la voit. Là, vous avez marqué un point, oui. On la voit tous les jours. Pour l'instant, elle ne vient pas. C'est d'abord un problème. C'est d'abord un problème militaire avant d'être un problème de renseignement. Oui. Parce que les forces sont épuisées. Les forces manquent, mais ça c'est valable des deux côtés, hein, oui. Manquent de réassorts, il n'y a pas de renfort possible, on est dans une situation qui est plus ou moins bloquée. Donc pour l'instant, la contre-offensive, on l'attend. Après, comme Isabelle l'a dit, les Polonais et les Baltes ont une connaissance intime des Russes, donc ils savent ce dont ils sont ce dont ils sont capables de faire et ce qu'ils peuvent faire. Ils ont des réseaux de l'autre côté de la frontière, donc ils ont des informations en direct que nous n'avons pas forcément. Donc, et pour vous, oui, Jean-Marc Gonin, un élément simplement sur la contre-offensive ukrainienne. Vous avez évoqué, Philippe, la Crimée. Je crois que c'est un dossier à part parce que le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, Milley, a dit il n'y a pas très longtemps qu'il n'était pas question d'aller attaquer, d'aller récupérer la Crimée. Enfin, il a été assez clair. Il a été repris par sa direction politique. Les Américains sont un peu ambigus là-dessus. Cet homme-là connaît à peu près les choses militaires mieux que nous tous ici autour de cette table. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a alors ça, c'est un officier d'armée blindée qui m'a expliqué ça. Les chars que nous fournissons, que les Occidentaux fournissent à l'Ukraine, sont très lourds. Oui. Et la Crimée comporte beaucoup de ponts et de viaducs qui ne supporteront pas ces chars, alors que les chars russes sont moins lourds et passent. Donc rien que ça, c'est un élément de bataille qui est assez intéressant parce que les ponts et les viaducs, la Crimée, c'est très montagneux, comme vous le savez, il y a beaucoup de gorges, il faut franchir des ponts. Donc c'est un élément militaire simple, mais qui permet de reconquérir facilement. Je reviens à ma question sur les leçons. Alors là, l'historien peut répondre. Les leçons que les services de renseignement occidentaux devraient tirer de cette guerre jusqu'à présent, selon vous? Déjà, la permanence du renseignement humain. On le voit aussi bien dans les fuites que l'on a pu connaître. On le voit également dans les agents russes qui ont été arrêtés, mais on le voit également dans l'activité des services, aussi bien en Ukraine que de l'autre côté de la frontière russe. Ouais. Ensuite, il y a l'utilisation des drones qui n'avaient pas été pensés auparavant, qui va connaître une activité pour pouvoir reconnaître sur le long terme et sur le court terme. Là, on est plus dans le renseignement militaire que dans le renseignement étatique. Et puis, derrière, on a le travail en coalition qui, en 2003, n'avait pas été possible et qui, là, montre que tout le monde, tous les services européens, les grands comme les Français ou les Britanniques, comme les petits, vont apporter une pièce à l'édifice et l'OTAN est l'élément catalysateur de tout cet effort pour la défense de la frontière est de l'Europe. Jean-Marc Gonin, la technologie, dans le MOOC, vous parlez d'une galaxie immatérielle lourde de menaces. Depuis, l'intelligence artificielle s'est encore ajoutée au cyber. Ça change tout? Ça change beaucoup de choses, je crois, y compris chez nous à l'école militaire. Peut-être théoriciens vous diront que maintenant Google est pratiquement plus important à explorer pour le renseignement que les sources habituelles. C'est-à-dire qu'on trouve tout. Et si vous êtes sur Twitter depuis... Ce qu'on appelle l'OSINT, hein, oui, Open Source Intelligence, qui change énormément de choses. Regardez sur Twitter la foultitude de gens qui font des analyses heure par heure. Alors là-dedans, il y a tout et n'importe quoi. Mais vous avez des gens qui ont des informations remarquablement précises parce que des sources ouvertes. Je pense simplement à des satellites commerciaux. 5000, il y en a. Ouais.
auxquels on a accès d'une manière ou d'une autre. Vous avez des centres de recherche aux États-Unis d'universitaires qui qui publient des choses qui sont extrêmement précises, bien renseignées, et pratiquement ils suivent les affaires d'heure en heure. Et tout ça échappe d'une certaine manière aux États. Vous êtes dans des structures aussi bien universitaires, commerciales, etc. Et ça s'additionne. Et un des problèmes du renseignement d'aujourd'hui, c'est plutôt le tri. Désormais, avant, c'était des pièces de puzzle et il y avait des vides. Maintenant, vous avez 10 000 pièces de puzzle dans la boîte et puis essayez de vous débrouiller pour trouver la bonne, comment elle se complète. Je voudrais qu'on écoute justement le président de la République, Emmanuel Macron, je crois que c'était en octobre dernier, quand il a présenté la nouvelle revue stratégique et il a parlé du renseignement. On va l'écouter. Notre capacité à défendre notre territoire métropolitain et ultramarin face aux menaces anciennes mais aussi nouvelles de la frappe dans la profondeur aux attaques cyber est également bien entendu au cœur de notre stratégie. Autre confirmation indispensable. Nous devrons aussi disposer dans les 5 ans d'une cyberdéfense de tout premier rang mondial. Jérôme Poirot, le doublement, les arbitrages budgétaires de la loi de programmation militaire favorisent énormément le renseignement, la DGSE, le cyber. On est sur la bonne voie, c'est suffisant ? Oui, c'est une constance depuis 2007. En fait, il y a une grande révolution du renseignement en France qui est due à Nicolas Sarkozy, que ses successeurs, même si François Hollande, il y a eu un moment de tangage, mais ont confirmé, et ça se traduit par un effort budgétaire tous les ans, très supérieur à ce qu'il est pour d'autres parties du budget de l'État. Et c'est essentiel parce que ce qui a très bien été mis en lumière au moment du livre blanc de 2008, c'est que ce qu'on appelle une fonction stratégique, la 5e fonction stratégique à l'époque, c'est la connaissance et l'anticipation. Et ça ne repose pas que sur le renseignement, ça repose aussi sur la diplomatie et sur beaucoup d'administrations. C'est fondamental parce que ça permet d'avoir une autonomie d'appréciation, et on le voit bien par exemple avec la guerre en Irak en 2003, il faut que la France ait ses propres capacités de renseignement pour savoir apprécier la situation, démêler le vrai du faux, et puis ça conduit à une autonomie de décision. C'est bien parce que vous savez les choses et que vous êtes sûr de ce que vous savez que vous pouvez décider de faire, ne pas faire et comment. Est-ce que vous êtes pour ou contre une mutualisation du renseignement à l'échelon européen, par exemple ? Est-ce que ça serait un plus Je vais réfréner les premiers mots qui me venaient à la bouche. C'est absurde parce que c'est considéré, tous les gens qui veulent un FBI européen... Une CIA européenne, c'est absurde. C'est absurde parce que c'est une fonction régalienne. Ça nécessite de prendre des décisions en permanence. Est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on ne le fait pas? Ça peut avoir toutes sortes Il ne peut pas y avoir une CIA sans un pouvoir politique au moins évidemment, décisionnaire. Si vous prenez le cas de l'antiterrorisme, il y a la question de la judiciarisation. À quel moment on met fin à un réseau terroriste qu'on a identifié? Est-ce qu'il faut continuer encore un peu, etc. Et puis, par exemple, en matière de surveillance, si on parle simplement des écoutes ou des interceptions Internet, ça conduirait à quoi? À sans doute prendre le niveau de garantie en matière de liberté publique le plus élevé en Europe, ce qui permet de ne rien faire.